Parole de Maître Erion et réponse de France Bardon à des questions posées par ses élèves, 2. Présenté par Dieter Rugeberg. Suivi des fragments du 4e ouvrage inachevé, le livre d'or de la sagesse, ou la 4e lame du tarot, alchimie de France Bardon. Deuxième partie. Questions et commentaires relatifs au plan astral. 1. Que signifie le mot astral ? Le monde astral et le corps astral d'un être humain doivent leur existence au principe akashique grâce à l'action du fluide électrique et du fluide magnétique. Le plan astral existe dans l'espace, nous y trouvons inscrit tout qui a eu lieu sur Terre jusqu'à ce jour et tout ce qui adviendra dans le futur, autrement dit, on y trouve le passé, le présent et l'avenir. La partie akashique ou éthérée de ce plan est parcourue par les vibrations de ces deux fluides, créateurs de toutes choses. Ce plan est le fondement de la vie, de toute existence, de la lumière, de l'obscurité, du son, de la couleur et du rythme. Tout ceci y prend sa source, il est l'émanation de l'éternel, il est la 4e dimension. En son sein vivent les âmes des humains décédés, les élémentaires, les larves, les êtres qui constituent les éléments, les esprits de l'eau, des bois, des fées, des satyres, etc. Les élémentaux appartenant au feu sont les salamandres, à l'air, les sylphes, à l'eau, les ondines et les sirènes, à la terre, les gnomes. Au sens figuré, le mot « astral » peut aussi impliquer le principe akashique le plus élevé, celui qui a créé le monde astral et qui contrôle aussi ce dernier. 2. Quels sont les attributs fondamentaux du corps astral ? Les attributs fondamentaux du corps astral, en correspondance avec ceux qui appartiennent aux 4 éléments, sont l'endurance, feu, la diligence, air, la patience, eau, et la stabilité, terre. 3. Quel est le fondement de la vie du corps astral et comment celui-ci se nourrit-il ? La vie du corps astral est fondée sur la présence, en lui, de l'esprit éternel, il se nourrit par la respiration. 4. Quelles sont les fonctions des éléments au sein du corps astral ? Les fonctions des éléments au sein du corps astral sont identiques à celles qui prévalent dans le corps physique. L'élément feu, dans sa polarité active, a une fonction constructive. Dans sa polarité négative, a une fonction destructrice. L'élément eau, dans sa polarité active, est donatrice de vie. Dans sa polarité négative, a une fonction dissolvante. L'élément air a une fonction équilibrante, compensatrice des fonctions interactives du feu et de l'eau. L'élément terre unit les éléments précédents, il tient cet ensemble par sa faculté de solidifier, il est ce qui fait croître mais aussi ce qui détruit le corps astral. 5. Comment les différents caractères humains se manifestent-ils dans le corps astral ? Selon la prédominance d'un élément dans le corps astral d'un être humain, nous obtenons 4 tempéraments ou 4 caractères différents. Point prédominance du feu, tempérament colérique. Point prédominance de l'air, tempérament optimiste. Point prédominance de l'eau, tempérament mélancolique. Point prédominance de la terre, tempérament flegmatique. Selon l'intensité avec laquelle œuvre la polarité de chaque élément individuel, nous avons affaire avec un caractère plus ou moins équilibré. 6. Qu'est-ce que l'aura astrale ? L'aura astrale est l'ensemble des émanations provenant de l'action, au sein du corps astral, de chacun des 4 éléments, de tous leurs attributs et doubles polarités respectives. 7. Qu'est-ce qui unit le corps mental et le corps astral ? Le corps mental et le corps astral sont liés par la matrice mentale 139 grâce aux influences électromagnétiques des 4 éléments. 8. Le corps astral est-il mortel ? Le corps astral est mortel, il est un simple instrument de l'esprit éternel. 9. Qu'arrive-t-il dans elle au-delà lorsque le corps mental abandonne le corps astral ? Quand un être, dans son corps mental, quitte son corps astral et laisse donc ce dernier sur le plan astral, le corps astral se dissout, redevenant des particules de la substance tissant ce plan. 10. Quelles sont les fonctions du corps astral pendant notre sommeil ?
puisque le corps astral a les mêmes fonctions que le corps physique, il se repose pendant notre sommeil et inhale de manière plus efficiente les substances astrales dont il se fortifie. De plus, ses propres sens constituent un instrument permettant au subconscient, dont l'activité est plus intense pendant le sommeil, de s'exprimer. 11. Quelles sont les capacités occultes du corps astral ? Le corps astral peut avoir les capacités occultes suivantes, vue, ouïe, odorat, toucher et goût. Toutes ces facultés représentent l'équilibre absolu entre les éléments. Le corps astral et le corps mental peuvent se désunir grâce au relâchement de la corde de vie, ou extériorisation de celle-ci du corps physique, qui lie le corps physique et le corps astral. Un être peut s'aventurer sur le plan astral, il fait un voyage astral, en étant dans son corps mental, celui-ci étant uni à son corps astral. On peut rendre le corps astral invisible et l'isoler du corps mental et du corps physique. Par la psychométrie, un mage crée un lien astral avec toute personne qui a touché un objet, il peut lire, grâce à ce lien, les événements passés et présents qui ont marqué cet objet et ceux qui surviendront dans le futur. Le corps astral peut être soumis à notre volonté, il peut se connecter à chaque intelligence 148 et s'identifier à celle-ci, il peut faire de même avec chaque entité divine de rang très élevé ainsi qu'avec chaque divinité. De plus, l'âme, ou plutôt le corps astral, est capable, après un développement spécifique, de créer un ensemble homogène entre les 4 éléments œuvrant en lui, il peut contrôler les activités de ceux-ci, aussi bien celles que les éléments mènent en son sein que celles qui s'étendent à l'extérieur de lui-même. Il est également un instrument permettant de contrôler le principe akashique inclus en lui, en effet, grâce à ce dernier, il peut consciemment se mettre en état de transe. Il a aussi la capacité d'utiliser les éléments à partir de l'akasha, avec l'aide de rituels appropriés. Enfin, il peut être imprégné des 4 attributs les plus élevés de Dieu. 12. Quelles sont les capacités du corps astral liées à l'électricité et au magnétisme ? Nous pouvons remplir ou imprégner le corps astral de chaleur, de lumière, en fait, du fluide électrique, d'autre part nous pouvons y condenser de la fraîcheur et de la constriction. La matrice astrale possède les attributs des 2 fluides, électrique et magnétique. La clairvoyance est une capacité du corps astral de nature électrique, la psychométrie est une de ses capacités de nature magnétique. Nous pouvons définir la médiumité comme une faculté relevant du pouvoir du fluide magnétique. Conformément à l'action, dans le corps astral, des 4 éléments dans leur double polarité respective, les tempéraments, feu, colérique, air, optimiste, eau, mélancolique, terre, flegmatique, ont la capacité de s'y exprimer. L'aura, qui est l'émanation sous forme de couleur des attributs des 4 éléments, peut être de nature ou bien électrique ou bien magnétique selon le tempérament concerné. Il existe, dans le corps astral, des centres faits de la substance des 4 éléments, l'être humain conscient dans son corps mental se sert des pouvoirs liés à ces centres 156 à des fins particulières. Le Svadhisthana chakra est le centre de l'élément eau, il a les capacités et les pouvoirs relevant du fluide magnétique. Le Manipura chakra est le centre de l'élément de feu, il a les capacités et les pouvoirs relevant du fluide électrique. Le Sahasrara chakra est le centre le plus élevé, il est relié aux centres inférieurs par un canal central, Sushumna, par ce dernier et aussi par les canaux appelés Ida véhiculant le fluide électrique, et Pingla, véhiculant le fluide magnétique, circule le principe akashique. 13. Comment se manifeste la polarité d'un élément dans le corps astral ? La polarité élémentale se manifeste, dans le corps astral, par un rayonnement propre à chaque élément, de celui-ci naît l'irradiante aura colorée. Un clairvoyant peut connaître en regardant celle-ci les fondements et les particularités du caractère d'une personne. 14. Qu'est-ce que l'harmonie et la disharmonie, s'agissant du corps astral ? L'harmonie, dans le corps astral, résulte de l'équilibre entre d'une part les 4 éléments et d'autre part, les fréquences vibratoires respectives du fluide électrique et du fluide magnétique circulant en ces derniers. La disharmonie est un déséquilibre entre les attributs des éléments et correspond à l'activité du fluide électrique et du fluide magnétique. Harmonie et disharmonie sont toutes deux l'expression de la loi universelle.
15. Qu'est-ce qui agit sur le corps astral? L'introspection, l'ascétisme propre au corps astral, des forces agissantes positives et négatives, divers exercices et prières, l'autosuggestion, la compréhension de concepts divins et la prise de conscience du véritable moi, voilà ce qui agit sur le corps astral. En résumé, on peut dire que nous influençons celui-ci en recherchant, dans chaque domaine de notre vie, ce qui est essentiellement noble et parfait et en développant tous les aspects de notre caractère. 16. Qu'entend-on par « vitalité » du corps astral? La vitalité du corps astral est l'énergie qui descend en celui-ci, qui remonte ensuite pour finalement jaillir hors du centre situé au sommet du crâne, le Sahasrara chakra. Dans le canal central Sushumna, cette énergie est de nature akashique, dans les canaux latéraux, Ida et Pingla, elle est de nature électromagnétique. L'énergie vitale entretient et connecte tous les centres du corps astral. 17. Par quel moyen le mental agit-il sur le corps astral? Le mental agit sur le corps astral grâce à la matrice mentale, celle-ci dirige et maintient l'activité mentale au sein du pen astral. 18. Qu'appelle-t-on filtre astral? Le filtre astral est la conscience, le principe akashique, par laquelle passe chaque pensée, chaque perception, chaque état d'être et chaque émotion. 19. Comment agissent les condensateurs fluidiques sur le corps astral? Par l'expression « condensateur fluidique », il nous faut entendre des « accumulateurs » dans lesquels les pouvoirs inhérents au fluide électrique et au fluide magnétique ou énergie des 4 éléments universels s'assemblent et se maintiennent pendant un temps illimité. Dès que l'occasion se présente, on les charge d'un souhait particulier à l'aide du principe akashique. Les condensateurs sont faits de substances solides, liquides ou gazeuses. En raison du parfum de ces dernières, ils ont une grande capacité de conserver l'énergie des éléments et sont utilisés pour faire agir ces derniers sur le développement du corps astral. Pour un usage normal, des condensateurs fluidiques simples suffisent, mais, pour accumuler une grande quantité d'énergie ou pour travailler sur des souhaits devant agir sur le plan physique à l'aide d'actions mentales et astrales, nous aurons recours, à l'évidence, à des condensateurs fluidiques composés, faits d'extraits de plantes. Nous créerons, par exemple, des élémentaires ou des poupées de cire, nous animerons des images ou toute autre matérialisation. 20. Comment se manifestent les perturbations du corps astral? Les perturbations du corps astral se manifestent par divers maux: insuffisance psychique, somnambulisme, épilepsie, attributs négatifs des éléments non équilibrés par leurs opposés positifs, faible attention psychique et autres maladies de nature astrale. Ces maux proviennent de graves perturbations sévissant au sein du fluide électrique et du fluide magnétique qui provoquent des troubles dans les échanges énergétiques entre le corps astral et le corps physique ou entre le corps astral et le corps mental. 21. Méthode de guérison astrale. Nous guérissons les maux psychiques d'une personne en concentrant intensément en elle de l'énergie vitale que nous chargeons du désir de la guérir complètement. Pour ce faire, nous extrayons cette énergie de l'univers puis nous dirigeons celle-ci, sans la faire passer par notre propre corps, dans le corps astral de l'intéressé. Grâce à ce procédé, nous évitons d'affaiblir notre propre vitalité et empêchons en même temps le mélange de notre OD, notre fluide électromagnétique, avec le sien. Si nous agissions autrement, nous pourrions nous infecter des maux dont elle souffre. Quelques maladies, comme le somnambulisme, l'épilepsie et la danse de Singhi, peuvent être guéries en fortifiant le fluide le plus faible. Partout où existe une perturbation dans les échanges entre le corps mental et le corps astral, un mage peut agir en renforçant ou en affaiblissant, selon les cas, l'action des éléments ou des deux fluides, électriques et magnétiques. 22. Qu'est-ce que l'extériorisation du corps astral? L'extériorisation est une séparation, opérée en toute conscience, du corps astral du corps physique. Tout d'abord, nous sortons de notre corps physique à l'aide de notre corps mental, puis, par la visualisation et la volonté, nous tirons le corps astral hors du corps physique. Ensuite, nous entrons étant déjà dans notre corps mental dans le corps astral et commençons à respirer dans ce dernier. Dès cet instant, le corps physique respire à peine.
Le corps physique est connecté au corps astral et au corps mental par la matrice astrale. Si, au cours de l'extériorisation, quelqu'un touchait le corps physique, apparemment mort, ce lien se déchirerait immédiatement et la mort réelle s'en suivrait. 23. Qu'est-ce qu'un corps astral parfait? Un corps astral ayant atteint la perfection est devenu un avec Dieu. 24. Quelle relation le corps astral et le corps mental entretiennent-ils avec le corps physique? Le corps astral est le centre de tous les attributs et pouvoirs de l'esprit. Il est l'instrument de l'esprit éternel sur le plan astral et reçoit par ses sens toutes les perceptions venant du monde physique. Celles-ci sont transmises à la matrice astrale qui les envoie à son tour à la conscience mentale. Le mental est donc relié à ses perceptions grâce au corps astral et au corps physique. Le corps astral transfère ses propres expériences au corps physique par l'intermédiaire du fluide électromagnétique inhérent aux 4 éléments, le corps physique peut alors les comprendre sur son propre plan. Toutes ces activités sont, à l'évidence, guidées par l'esprit éternel. Le corps astral est relié au corps mental par la matrice mentale et au corps physique par la matrice astrale. 25. Comment l'akasha agit-il sur le corps astral? L'akasha agit sur le corps astral par le pouvoir d'une part de la volonté active de l'esprit éternel, qui fait partie du principe akashique, d'autre part de la visualisation, il agit enfin par la foi manifestée et donc par le pouvoir créateur. L'akasha agit par l'entremise du fluide électromagnétique inhérent à la matrice mentale, qui est, dans l'être humain, la substance la plus spirituelle, et envoie toute information au corps astral et dans la matrice astrale. Autrement dit, les 4 éléments émanent leurs attributs et leurs énergies contenues dans l'esprit éternel jusqu'à la matrice astrale, sur la polarité qui leur correspond au sein de celle-ci. Ainsi l'esprit éternel transmet-il au corps astral les attributs de chacun des 4 éléments. 26. Quel est le karma du corps astral? Le karma du corps astral est constitué de l'ensemble des causes qu'un être humain a créées dans le plan astral. Ces causes, qu'elles soient positives ou négatives, engendrent des effets et des conséquences au sein de ce plan. Tout ceci est également enregistré ou gardé en mémoire, de façon méticuleuse, dans le monde des causes inhérents au plan astral. 27. Comment la durée de vie du corps astral peut-elle être prolongée et quelle est son influence sur la substance mentale? La durée de vie du corps astral peut être prolongée en ennoblissant continuellement notre caractère, dans toutes les facettes de ce dernier, jusqu'à ce que nous atteignions l'équilibre absolu entre les 4 éléments qui le constituent. En agissant ainsi, nous ennoblissons aussi le corps mental et le corps physique, l'équilibre élémentaire requis est automatiquement transmis à l'un et à l'autre via, respectivement, la matrice mentale et la matrice astrale. Quand cela arrive, ces 3 corps réalisent la santé complète et leur vie est prolongée. 28. Quelles sont les relations analogiques existant entre le monde astral et le corps astral? Le monde astral, appelé aussi plan astral, est un monde invisible, engendré par le principe akashique au moyen du fluide électrique et du fluide magnétique liés aux 4 éléments. Parfois le plan astral est aussi appelé la 4e dimension, affranchie du temps et de l'espace, parce que tout ce qui est arrivé, arrive ou arrivera dans le monde physique, autrement dit le passé, le présent et l'avenir y sont scellés. Dans ce plan, des vibrations électriques et magnétiques se meuvent et se diffusent. Tout ce qui a été créé a, en son sein, son origine, lumière, obscurité, son, couleur, rythme, toute la palette des possibilités qu'offre la vie. Le monde astral a besoin de l'espace pour exister. C'est là que vivent le corps astral des décédés, les élémentaires, les larves, les élémentaux, feu, salamandres, air, sylphes, eau, ondines ou sirènes, terre, gnomes, de plus y résidant des satyres, des sylves, des esprits de l'eau, etc. Le corps astral est fait de la substance qui constitue le plan astral, il est donc analogue à ce dernier. Fils nourri de cette substance, il l'inhale. Tous les attributs des éléments, du mouvement, de l'arbre de vie 181, ont aussi leurs analogies dans le monde astral. Les êtres qui y vivent ont une existence transitoire, comme l'est le corps astral d'un être humain.
29. Comment éveille-t-on le génie du corps astral? Le génie du corps astral est éveillé par l'imprégnation de ce corps des vertus divines les plus hautes qui correspondent aux 4 éléments universels. 30. Qu'est-ce que la médiumité et qu'est-ce que le spiritisme? La médiumité est la capacité du corps mental, du corps astral et du corps physique de se soumettre, de manière passive, à l'influence de pouvoirs et d'êtres spécifiques. Cette faculté de médiation entre plusieurs plans peut s'exercer également de manière consciente, selon notre contrôle et notre volonté. Sans la participation de cette dernière, la médiumité devient un contact incontrôlé avec des êtres et des pouvoirs non maîtrisés, appartenant aux mondes invisibles, c'est ce que l'on appelle le spiritisme. 31. Préparation du corps astral avec les attributs divins. La préparation du corps astral à l'aide des attributs divins a trait à l'accomplissement, en son sein, de l'omnipotence, de la sagesse ou omniscience, de tout tel amour compatissant ou miséricorde ainsi que de l'éternité. Ces 4 attributs fondamentaux des éléments universels se caractérisent par l'omniprésence. Cet accomplissement est notre lien concret avec l'idéation divine la plus haute ainsi présente dans le corps astral, il est finalement l'identification de nous-mêmes avec Dieu. 32. Quelle est la signification occulte du mot « moral » s'agissant du corps astral? Nous considérons que le corps astral est l'instrument le plus pur et le plus beau de l'Esprit éternel, il recueille des attributs immaculés, à la fois actifs et passifs, que nous ennoblissons continuellement. De cette caractéristique vient cette sentence, « Je suis celui qui suis », Exode 3h14. 33. Qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil est un état d'inconscience pendant lequel le corps physique et le corps astral sont au repos. Seul le subconscient travaille, au sein du mental, libéré donc du temps et de l'espace. Les impressions avec lesquelles le corps mental se nourrit et se satisfait pendant le jour sont triées pendant le sommeil, autrement dit, elles entrent dans une relation particulière avec les pensées contenues dans le subconscient. Pendant le sommeil, le corps mental est chargé et fortifié d'une énergie nouvelle, ce qui nous donne le sentiment bien connu d'être régénéré à nouveau. Si cela est nécessaire, des conseils sont donnés via les rêves qui, en général, ont trait à l'organisation ou la planification de notre vie personnelle. 34. Qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve est une expression de notre subconscient qui continue de travailler pendant le sommeil lorsque notre conscience de veille est inerte, au repos. En règle générale, dans les rêves se réfléchissent, déformés, les événements qui concernent toujours notre caractère, nos capacités et nos pensées. Parfois les rêves nous enseignent ou nous avertissent au moyen de symboles. Ils nous parlent dans le langage de la nature, par des images. 35. Comment agit le subconscient dans le corps astral? L'action du subconscient dans le corps astral se perçoit par des failles, des passions, des relents voluptueux, des pensées, des visualisations et des images qui, bien sûr, ne se sont pas suffisamment condensées pour pouvoir se manifester sur le plan physique. Cependant, le subconscient peut s'exprimer dans une situation, une opportunité, une tentation, qui remplit certaines conditions favorables à une densification sur le plan physique. 36. Comment les aspects négatifs du caractère sont-ils transmis du corps astral au corps mental et au corps physique? Les perceptions emplies de pensées et d'images qui expriment nos défauts ou nos qualités sont perçues et captées par nos sens physiques, mentaux et astraux. Par l'intermédiaire de la matrice mentale, ces perceptions pénètrent dans le subconscient mental qui cherche à leur donner vie, sans l'accord de notre volonté, avec l'aide du corps astral, du corps mental ou du corps physique, selon le plan que le subconscient a choisi pour concrétiser leur réalisation. Ceci est pratiquement et automatiquement effectué avec le concours des éléments universels de l'aimant quadripolaire, en accord avec leurs attributs respectifs, la force dirigeante étant le subconscient. 37. Comment sont créées, sur le plan physique, des situations positives et négatives qui naissent sur le plan mental ou dans le corps mental et se densifient via le plan astral ou le corps astral? En premier lieu, une pensée particulière apparaît dans notre intellect au sein du plan mental et, si elle peut être concrétisée, elle s'accompagne d'une image, d'une visualisation.
L'émergence de cette pensée imagée relève de l'activité de l'élément R. Simultanément, cette pensée se colore, selon le sentiment qu'elle suscite, ceci concerne l'activité de l'élément O. Puisqu'enfin, nous traitons de l'expression d'un attribut actif, notre volonté et notre foi développent cette pensée par la visualisation et la fixent dans notre conscience via la matrice mentale. Grâce à l'intense action de la conscience, la qualité qui a été pensée ou l'image colorée qui a été conçue, atteignent le plan astral via la matrice astrale. Sur le plan astral, une condensation a lieu sous l'influence du fluide électrique et du fluide magnétique, par la mise en œuvre du pouvoir constrictif, la neutralisation de l'élément R et la solidification opérée par l'élément terre. Tout ce processus s'effectue grâce à l'action du mental dans le corps astral, au sein du plan astral et déjà dans l'espace. Nous avons atteint, à présent, le stade où le pouvoir des éléments, qui ont construit cette situation, commence à se densifier et à se fortifier avec intensité. Quand la densification se produit, la situation pensée devient une réalité sur le plan physique grâce à l'efficience des éléments œuvrant sur le plan physique, ceux-ci possèdent les mêmes capacités que les éléments agissant sur le plan astral. Cette action est homogène à partir du monde causal jusqu'au plan physique, c'est-à-dire dans le temps et l'espace. Si le mental décide qu'une qualité ou un concept, une pensée ou une image doivent se réaliser dans le corps mental, sur le plan mental, alors l'état originel de la pensée est maintenu, sans altération aucune, autrement dit, sans l'action du temps ni de l'espace, ce qui est la règle sur le plan mental ou sur le plan causal. Lorsque nous créons une situation sur le plan astral en restant passif, nous employons le même procédé que lors de notre intervention active. Toutefois, au lieu de travailler avec la volonté, la foi ou la visualisation et un état de conscience normal, notre subconscient se met à l'œuvre, usant de ses attributs négatifs dans un environnement et avec des conditions qui lui sont favorables. Pour nous, il est évidemment très important de distinguer le positif du négatif et de lutter contre ce dernier. En effet, nous ne devrions jamais autoriser la négativité à prendre de l'ascendant sur nous. 38. Quelle est l'influence des entités sur le corps astral ? Les entités ou des êtres du monde invisible ne peuvent pas agir sur le corps astral d'un mage dès lors que celui-ci les contacte en toute conscience, qu'il les maîtrise, bien évidemment, par sa volonté et qu'enfin il use de ce type de contact à de nobles fins. Même si ces êtres sont de hautes intelligences ou des esprits servants, ils ne peuvent agir sur son corps astral qu'en accord avec sa volonté et selon le degré de développement de ce corps. Ces êtres peuvent fortifier ses qualités, ses capacités, sa santé et réaliser ses vues du moment que ceux-ci tendent au bien. Dans le cas de médiums adonnés au spiritisme, de nombreux êtres d'un rang aussi bien élevé que bas par exemple, les âmes des décédés, leurs ombres, des fantômes SL90 ou des larves peuvent généralement agir sur leur corps astral, que ce soit pour faire le bien ou le mal. 39. Quels sont les chakras du corps astral ? Selon la philosophie hindoue, les chakras sont des centres énergétiques, liés aux éléments et situés dans le corps astral. Ils sont gouvernés par le centre le plus élevé, le Sahasrara chakra, appelé le lotus aux 1000 pétales, et sont reliés l'un à l'autre par ce que l'on appelle Sushumna, le canal qui véhicule le principe akashique. 40. Quel est le rôle d'Ida, de Pingala et de Sushumna dans le corps astral ? Ida est le fluide électrique et Pingala le fluide magnétique. Tous deux circulent par le Sushumna au moyen du principe akasha. Sushumna s'étend du centre le plus élevé, Sahasrara chakra, qui est sous le crâne, jusqu'au centre le plus bas, le Muladhara chakra, en reliant sur son passage tous les autres. Ida et Pingala correspondent en réalité à l'aimant quadripolaire avec sa double polarité, il fortifie les centres du corps astral et, avec Sushumna, l'akasha, il forme la quintessence de notre énergie vitale. 41. Comment les 4 attributs divins se manifestent-ils dans le corps astral d'un humain ordinaire et dans celui d'un être ayant atteint la perfection ? L'être humain ordinaire pense que les 4 attributs divins existent en dehors de soi-même. Selon les concepts relatifs à sa religion, il existe au ciel un Dieu tout-puissant, sage, omniscient, aimant, charitable et immortel.
Dans son corps astral, ses attributs divins se manifestent clairement par sa foi en tant qu'intelligence, amour, dévotion et conscience. Un être humain ayant atteint la perfection a unifié les 4 attributs divins en identifiant ceux-ci comme étant Dieu en soi-même, il s'est développé, pas à pas, cela signifie qu'il a imprégné son corps astral de ces hauts attributs. Enfin, il réunit ceci en un seul concept et ce procédé le rend capable d'expérimenter et de manifester, dans son corps astral et dans la plus fine texture de celui-ci, l'idée de ce qu'est Dieu. 42. Pourquoi la clairvoyance et la clairaudience ont-elles un caractère problématique? Comment se développent-elles et quelles en sont les éventuelles conséquences pathologiques? La clairvoyance et la clairaudience sont les capacités occultes permettant de voir et d'entendre au-delà du temps et de l'espace. Peu importe que nous traitions de celles-ci dans le passé, le présent ou l'avenir ou que nous voyions et entendions des décédés ou d'autres êtres similaires. La clairvoyance. Il y a diverses sortes de clairvoyance. 1 degré la clairvoyance innée, elle est la meilleure. 2 degrés la clairvoyance déclenchée par une distorsion involontaire des éléments tissant le corps mental, elle résulte de gros chocs ou bien d'impacts au cerveau en raison de maladies diverses. On peut parfois développer cette faculté à un degré plus ou moins grand, surtout à la suite d'un choc ou de perturbations émotionnelles. Les médiums dont la clairvoyance peut être provoquée par des êtres invisibles appartiennent à cette catégorie. Ceux qui éveillent cette capacité au moyen de narcotiques, tels l'opium, le hashish, etc., s'incluent également dans cette catégorie et font du mal à leur santé et ce, sur tous les plans, nombreux parmi eux finissent dans des cliniques psychiatriques. Par conséquent, celui qui veut devenir clairvoyant ne doit jamais employer à cette fin des moyens si douteux et si nocifs. 3 degrés clairvoyance par paralysie de la vue. Une autre méthode permettant de développer la clairvoyance consiste à affaiblir ou paralyser provisoirement l'organe de la vue. Fixer un objet reflété dans un miroir magique, regarder dans une boule de cristal ou une pierre précieuse peuvent provoquer également la clairvoyance, mais ces méthodes ne conviennent pas à tout le monde. En usant de celle-ci, il ne faut pas que le nerf optique soit atteint. Cependant, pour les yeux d'un mage qui est déjà clairvoyant, les objets mentionnés ci-dessus sont simplement une aide. La clairvoyance se fonde sur le talent ou le développement astral d'un individu et elle ne dépend que de son évolution personnelle. 4 degrés clairvoyance développée par des exercices. Enfin, nous devons favoriser la clairvoyance que nous acquérons par un développement adéquat en magie, plus précisément, par la pratique d'exercices pour les yeux. À cette fin, nous devons avoir une idée claire de ce qu'est la lumière universelle, dans son aspect feu, qui, selon la loi des correspondances, gouverne les yeux et la volonté. Nous n'aurons aucun résultat si nous n'avons pas un concept de la lumière universelle qui soit parfait, simple et pouvant être visualisé. Exercice. Absorber la lumière universelle, d'abord en l'inhalant dans tout le corps physique et le corps astral. Condenser la lumière contenue dans ces corps dans les yeux physiques puis astraux, condenser bien cette lumière dans les globes oculaires. Projeter dans cette lumière, en vous concentrant, la faculté de clairvoyance en visualisant que cette lumière pénètre tout, voit tout clairement et, enfin, que le temps et l'espace ne sont pas un obstacle à son parcours. Garder cette lumière dans les yeux pendant 10 minutes environ. Renvoyer la lumière à l'univers afin que vos yeux retrouvent leur état normal. Si vous ne faites pas cela, vos yeux ne pourront plus faire la distinction entre la vue du plan physique et la vue des mondes invisibles. Pour accélérer les résultats, vous pouvez utiliser une eau magique, c'est-à-dire un condensateur fluidique. 2 clairaudience. Le développement de clairaudience est identique à celui de la clairvoyance. Cette faculté nous permet de percevoir des voix venant de très loin, elle peut se manifester en nous comme une pensée entendue à voix haute, cette voix peut aussi venir du plus profond de nous-mêmes, de la région du cœur ou bien du plexus solaire. Après des études sérieuses, nous pourrons entendre tout par clairaudience comme si nous conversions normalement avec quelqu'un. Les moyens usités pour éveiller la clairvoyance ainsi que les pathologies qui en résultent valent également pour la clairaudience et à la psychométrie. Afin de développer la clairaudience, faites ce qui suit. Utilisez comme condensateur fluidique une forte décoction de camomille et d'eau déminéralisée.
Point charger ce condensateur lié à l'élément R de l'idée suivante, déclencher la clairaudience. Point humidifier 2 bouts de coton avec ce condensateur. Point placer les bouts de coton humides à mi-chemin dans votre canal auditif. Point visualiser que le principe akashique envahit toute votre tête. Point concentrez-vous sur vos 2 oreilles et voyez qu'elles ont la capacité de clairaudience absolue. Point concentrez-vous encore sur cela et méditez. Point renvoyer le principe akashique dans Akasha universel. Point enlever les bouts de coton de vos oreilles en les conservant dans un lieu sûr pour qu'ils ne tombent pas dans de mauvaises mains.